Ici, ce qu'on va vous présenter, c'est une recherche qui est encore en cours sur le développement d'un segment de la microbrasserie en Belgique. Ici, on va se concentrer sur Bruxelles. Une petite précision, on a considéré Bruxelles non pas comme limitée aux frontières de la région de Bruxelles-Capitale, mais comme l'ensemble de l'aire urbaine bruxelloise, considéré comme le territoire de l'ancienne province du Brabant, donc comprenant également le Brabant flamand et le Brabant wallon. Également, une autre petite précision concernant le terme de microbrasserie, qui est un terme qui n'est pas officiellement défini et qui est assez récent. Donc nous, on considère une microbrasserie comme une petite brasserie récente qui se considère et se présente comme telle, qui est indépendante et qui produit au moins une partie de sa production dans ses propres installations. Donc, je vais d'abord présenter le plan de cet exposé. Donc, je ferai d'abord une petite introduction sur l'approche théorique que l'on a adoptée sur ces phénomènes. Ensuite, je contextualiserai de manière historique le secteur brassicole, d'abord en Belgique en général, et ensuite plus spécifiquement sur Bruxelles. Et je viendrai ensuite sur les logiques de spatialisation de l'activité brassicole actuellement à Bruxelles. Et je passerai ensuite la parole à Marzune qui expliquera plus en détail les résultats de notre enquête qualitative. Donc, on a mené par entretien approfondi auprès de microbrasseurs qui sont situés à Bruxelles, donc dans la région de Bruxelles-Capitale et dans le Brabant wallon. Donc, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est qu'en plus d'observer une croissance du nombre de brasseries récemment en Belgique et à Bruxelles également, ce qu'on peut observer, c'est que les microbrasseries donc ces nouvelles petites brasseries tendent à former un nouveau segment du marché brassicole parce qu'elles partagent un ensemble de traits communs qui les font appartenir à un même monde. Et ces traits communs se fondent dans des rhétoriques communes qui mettent en avant l'affirmation de valeurs non marchandes dans l'activité économique. Donc notamment des valeurs comme l'authenticité de la production ou l'authenticité des relations avec les consommateurs sont affirmées en opposition à une logique plus industrielle et plus standard qui privilégierait le profit au détriment de la diversité des goûts, de la qualité de la production ou des relations avec les pairs ou avec les consommateurs. Donc par là, la microbrasserie s'inscrit dans un mouvement récent de retour de l'artisanat et où les activités artisanales acquièrent de nouvelles significations qui s'inscrivent dans l'idée d'une économie alternative dont l'idée serait qui aurait la possibilité de lutter contre le consumérisme et contre l'aliénation au travail. Donc ces nouvelles significations sont évidemment influencées par le contexte dans lequel elles prennent place et elles ressurgissent. Contexte économique, socioculturel, historique. Ici, nous, on veut s'intéresser, donc pour cette présentation, à la signification urbaine de ce nouveau phénomène, à la fois de la microbrasserie, mais dans un angle plus large du néo-artisanat. Cet angle-là a été déjà adopté par des chercheurs, notamment anglo-saxons, qui pointent, donc en tout cas qui s'intéressent à la signification urbaine du néo-artisanat. Notamment Richard Ossejo, qui va intervenir par la suite, a montré dans son ouvrage Masters of Crafts comment les activités néo-artisanales, donc ces nouvelles activités, pouvaient jouer le rôle de marqueurs et de moteurs de processus de changement urbain, notamment des dynamiques de transformation de quartiers et d'espaces urbains, mais également transformation du travail qui est valorisé en ville. Également, d'autres chercheurs ont pointé plus spécifiquement le rôle crucial que jouaient les activités néo-artisanales et donc les microbrasseries, notamment Matthews et Pixon, ont montré cela dans les processus de gentrification, notamment par la resignification d'anciens quartiers industriels en des lieux de consommation haut de gamme, ceci dans le contexte américain et nord-américain. Mais par contre, une grande partie de ces recherches ne s'intéresse pas au fait que
les activités néo-artisanales et les logiques mises en œuvre par les néo-artisans peuvent être potentiellement hétérogènes et diverses. Ce que nous, on a remarqué dans le contexte de la microbrasserie en Belgique, c'est que ce monde est loin d'être homogène et unifié et qui semble plutôt y avoir dans ce monde social des dynamiques d'hétérogénéisation et de segmentation interne. Donc dans ce cadre, notre objectif c'était de comprendre, enfin de saisir la diversité de ces logiques entrepreneuriales ainsi que leur inscription dans le contexte de l'économie urbaine bruxelloise. Et donc, en somme, ici on essaiera de répondre à la question, de se renseigner en tout cas cette question de par qui, comment et où est produite la bière artisanale bruxelloise. Donc si on s'intéresse assez rapidement au secteur brassicole belge depuis la fin du 19e siècle à nos jours, donc la période de la fin du 19e siècle et du début du 20e peut être considérée comme le pic ou l'âge d'or du secteur brassicole belge. À ce moment, il y avait plus ou moins un peu plus de 3000 brasseries en Belgique. Mais ensuite, à partir de l'entre-deux-guerres, ce nombre de brasseries va commencer à décliner, comme on le voit sur le graphique, parce que le secteur connaît un mouvement de concentration économique ainsi que spatiale, donc il centre dans les provinces du Brabant et les provinces d'Anvers à ce moment. Donc tout au long du XXe siècle, le nombre de brasseries va décliner et va être vraiment assez bas à la fin du XXe siècle. Toutefois, ce qu'on peut noter, c'est qu'en comparaison à d'autres pays, la Belgique peut être caractérisée par sa diversité de types de brasseries et de types de bières. Donc malgré ce mouvement de concentration industrielle, de petites et moyennes brasseries vont subsister quand même tout au long du XXe siècle. Si on s'intéresse maintenant à ce qui se passe aujourd'hui au XXIe siècle, on peut voir qu'il y a une croissance assez importante récemment du nombre de brasseries en Belgique et ça augmente, ce nombre augmente chaque année. Par exemple, depuis 5 ans, donc depuis 2014, le nombre de brasseries en Belgique a doublé, donc est passé de plus ou moins 160 à plus de 300 aujourd'hui. Mais ce qu'on peut voir notamment sur ce graphique ici, quand on regarde la Belgique, c'est que cette croissance récente est assez faible au final par rapport au déclin du XXe siècle. Également, on peut voir que ce phénomène est présent dans d'autres pays, donc de résurgence, de croissance du nombre de brasseries. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que, par exemple, pour le Royaume-Uni et pour les États-Unis, cette croissance du nombre de brasseries semble être plus précoce dans ces pays-là, donc autour des années 90, 80-90, et semble être aussi plus importante par rapport à ce qui se passe en Belgique. Donc si on s'intéresse maintenant plus précisément à Bruxelles, donc la période du 19e et du début du 20e est aussi le moment où il y a le plus de brasseries à Bruxelles. Ce nombre reste relativement stable durant ce siècle, donc durant le 19e et jusqu'au début du 20e. Par contre, elles vont connaître un mouvement de déplacement alors qu'elles étaient surtout localisées dans le centre historique et à proximité de la Seine au XVIIIe siècle. Elles vont se déplacer plutôt vers la périphérie tout au long du XIXe et du XXe. Donc la majorité des brasseries vont être ensuite situées notamment dans les communes d'Anderlecht, de Molenbeek et de Forêt. Ensuite, après l'entre-deux-guerres, donc comme partout en Belgique, le nombre de brasseries va décliner. Donc dans la ville de Bruxelles. Elles ne seront plus qu'une vingtaine en 1960 et 2 en 1990. Mais ce qu'on peut noter également, c'est que au XXe siècle, il va y avoir une concentration du nombre des grandes brasseries donc, qui produisent des bières de fermentation basse, donc de type lager ou pils. Ces bières vont notamment se concentrer dans la province du Brabant qui comprenait donc Bruxelles. Donc on peut quand même voir que dans cette zone, beaucoup de brasseries vont s'y concentrer. En 1970, un quart des brasseries étaient localisées dans cette zone. Donc c'est plus ou moins 65 sur 230.
Si on regarde maintenant actuellement, on voit que le nombre de brasseries donc à Bruxelles et également dans l'aire urbaine bruxelloise, donc on a considéré comme l'ancienne province du Brabant, le nombre de brasseries donc augmente. Il y a actuellement 70 brasseries dans cette zone, dont 57 sont des microbrasseries récentes. Donc pour microbrasseries récentes, on a considéré les microbrasseries qui ont été fondées après 1985. Donc 40 des brasseries sont situées dans la province du Brabant flamand, 18 dans la province du Brabant wallon et 14 dans la région de Bruxelles-Capitale. Ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est la particularité du Brabant flamand, où on voit qu'il y a beaucoup plus, un plus grand nombre de brasseries déjà en 2009 par rapport aux deux autres, à la région bruxelloise et à la province du Brabant wallon. C'est dû notamment au fait que, comparé à ces deux autres zones, le Brabant flamand compte beaucoup plus de macro-brasseries, donc c'est-à-dire des brasseries de groupes industriels ou des brasseries établies, donc qui brassent un grand volume de production annuelle. Et également, cette province compte plus de petites brasseries anciennes, donc qui ont été créées avant 1985. Et également, les nouvelles microbrasseries sont apparues plus précocement en Brabant flamand, donc plutôt dans les années 2000, alors que, comme on le voit sur le graphique, c'est plutôt à partir de 2015 que le nombre de brasseries va se redévelopper à Bruxelles et dans le Brabant wallon, et ces nouvelles brasseries sont toutes des microbrasseries. Si on s'intéresse plus particulièrement à la région de Bruxelles-Capitale, donc à la ville de Bruxelles, toutes les microbrasseries excepté toutes les brasseries excepté une sont des microbrasseries récentes à Bruxelles. Et si on regarde la carte des brasseries dans la région de Bruxelles-Capitale, on peut voir que ces brasseries ont tendance à être en grande majorité situées à proximité les unes des autres. Également, on peut voir qu'elles sont situées dans les quartiers plutôt centraux et à proximité du canal Bruxelles-Charleroi. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les volumes de production de ces microbrasseries sont assez divers, même si une grande majorité produit entre 100 et 2000 hectolitres par an. On peut voir en jaune clair sur la carte que quelques-unes produisent moins de 100 hectolitres par an et peuvent être plutôt considérées comme des picobrasseries, c'est-à-dire que l'activité de brassage est plutôt insérée dans une autre activité principale, comme celle de bar, de restaurant ou d'activité pour les consommateurs. Si on regarde maintenant tout le territoire de l'ancienne province du Brabant, donc comprenant également le Brabant flamand et le Brabant wallon, on peut voir que les microbrasseries récentes, donc qui sont en rose clair sur cette carte, sont plutôt concentrés dans la région de Bruxelles-Capitale, dans les communes périphériques ouest et sud de la région de Bruxelles-Capitale, également dans le Brabant wallon et à l'est du Brabant flamand. Ce qu'on peut voir également, c'est que les microbrasseries récentes sont situées plus proches les unes des autres à Bruxelles et dans la zone ouest et sud de Bruxelles. Cette zone ouest et sud peut être considérée comme le Pajottenland, donc la région du Pajottenland sur laquelle je reviendrai après, alors que dans le Brabant wallon, elles sont situées de manière plus éloignée, ainsi même chose pour l'est du Brabant flamand. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le Brabant flamand, comme je l'ai dit avant, compte beaucoup plus de macro-brasseries, donc qui sont en bleu, par rapport aux deux autres régions. Elle compte également plus de microbrasseries, de petites brasseries anciennes qui sont en rouge foncé. Et c'est surtout dans la zone du Pajottenland, donc qu'on voit ici sur la carte, que cette diversité peut se voir. Il faut noter que cette zone est particulière parce que la majorité des brasseries qui sont situées dans cette zone produisent des bières, principalement des bières de fermentation spontanée, donc qui sont des bières différentes, qui produisent des bières de type différent que les bières standards, on va dire, les bières classiques à fermentation non spontanée. Et il faut noter que ces types de bières, donc qui sont les gueuses et les lambics, sont historiquement liés à cette zone du Pajottenland, et également qu'il y a une sorte d'idée qu'elles seraient liées au territoire et donc défendues par les producteurs présents ici. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que quasiment toutes les brasseries en rouge sont situées dans cette zone et qu'une grande majorité des brasseries dans cette zone sont en rouge, donc produisent des bières de fermentation spontanée.
on va s'interroger maintenant sur, au fond, qui sont ces microbrasseurs, quelles sont les logiques de production qu'ils mobilisent. Comme Pauline l'a dit, on peut, sous une même appellation de microbrasseur, penser qu'il s'agit d'un monde relativement homogène, hein, qui serait engagé un peu dans la même activité. En partie, c'est vrai. En partie, en termes de sociologie économique, on peut considérer que ce monde de la microbrasserie, à l'instar d'autres marchés, constitue une sorte de segment moral. Ce qu'on peut appeler un segment moral, c'est-à-dire un nouveau segment d'acteurs qui va notamment s'opposer ou arriver en contrepoint à une autre logique qui serait une logique d'un autre segment du marché, qui serait le marché dominé, on pourrait dire, par les grands acteurs économiques qui ont été engagés, comme on l'a vu dans les statistiques, dans des phases de consolidation et d'expansion et de création de grands groupes industriels. On connaît évidemment InBev chez nous, qui est devenue la toute grande multinationale de la bière. Et donc l'émergence, au fond, d'acteurs, de petits acteurs qui vont investir un marché dans lesquels, historiquement, ils ont été un peu écartés, hein. Il y a une forme comme ça de résurgence et on va essayer de s'interroger sur quelles sont les valeurs, au fond, c'est-à-dire quelles sont les justifications qu'ils donnent à la recréation d'une activité qui s'appelle microbrasserie, qui veut bien dire dans le terme que ce sont des acteurs qui s'identifient par le fait d'être petits ou de rester petits, à l'opposé au fond à des macro-brasseurs qui eux représenteraient une toute autre logique économique. Ça n'a rien d'évident en fait de vouloir rester petit ou de s'identifier par quelque chose qui serait petit parce que il faut marier quand même dans l'activité le fait d'être différent, on pourrait dire, d'une logique économique standard. Et malgré tout, ces brasseries tiennent un modèle économique. Il faut pouvoir vivre, il faut pouvoir en vivre, il faut pouvoir le faire évoluer. La question de la croissance est quand même toujours présente pour savoir si le projet peut tenir la route dans le temps. Donc, cette idée, au fond, d'aller observer un peu, on pourrait dire, comment les acteurs se débrouillent, hein, pour tenir dans ce segment de marché, hein, que l'on peut qualifier de moral, nous intéresse particulièrement. Alors, il y a de ce fait une série on pourrait dire de valeurs communes ou de points de départ communs, qui est ce contexte notamment de prédominance des grands acteurs. Je vais y venir dans le détail un peu de la variété des cas que l'on a vu, d'un système qui n'est pas nécessairement fait pour eux également, par exemple en termes de circuit de distribution de leurs produits, hein. Vous savez que par exemple dans les bars, qui sont des lieux évidemment de circulation des produits très importants, hein, sont caractérisés dans le système belge par un système où les contrats de brasserie sont très importants. Donc les grands groupes détiennent pour partie les bars dans lesquels nous allons, ont pris des participations et imposent évidemment le portfolio de bières des grands brasseurs et laissent peu de place, hein, aux petits brasseurs, et le barman, au fond, a certaines libertés, mais pas trop de liberté dans la constitution de sa carte et des produits qu'il va donner aux clients. Donc, il y a bien là une série d'enjeux qui sont assez communs à ces brasseurs, un contexte qui est assez commun, et pourtant, il y a également une série de différenciations. Dans les entretiens que nous avons réalisés, donc c'est une enquête qui est en cours, Pauline l'a dit, on va donner ici quelques premiers résultats. C'est une enquête qu'on mène ensemble depuis un petit temps, qui nous a amené aussi à interroger des brasseurs aux États-Unis, à Bruxelles, mais aussi ailleurs en Belgique. Mais d'une certaine manière, quand on interroge un peu ces acteurs-là, on peut repérer dans leur discours à la fois ils vont chaque fois nous parler un peu de la genèse de leur projet, de leur spécificité, mais aussi inévitablement des positionnements par opposition
opposition à d'autres logiques, à d'autres autrui qui interviennent évidemment d'une manière ou d'une autre dans l'exercice de leur activité. Quels sont ces axes de différenciation qu'on a pu repérer? Tout d'abord, c'est le fait de se positionner ou de parler au fond d'autres segments connexes de leur activité, on pourrait dire. Comment considèrent-ils, que disent-ils des brasseurs industriels, des grands brasseurs? Quelle est la critique qu'ils pourraient formuler à leur égard? À l'inverse, comment se positionnent-ils par rapport au brassage en amateur? L'activité de brassage en amateur, c'est toute l'activité des homebrewers qui est très très répandue. Quel est leur positionnement par rapport à ceux qui font de l'activité, on va dire en amateur et non pas en professionnel? Quel est leur rapport aux brasseurs à façon? Alors ça, c'est une particularité. Ce sont des brasseries qui ne développent pas de bière pour elles-mêmes, mais qui ont investi dans des installations qui permettent de faire des bières pour quelqu'un d'autre. Si vous allez dans vos bars, regardez bien les étiquettes de vos bières et essayez de voir si derrière cela se cache, enfin, s'il y a bien un vrai brasseur, entre guillemets, ou si on est là face à un brasseur à façon, c'est-à-dire quelqu'un qui a investi dans une étiquette, dans une marque de bière, mais qui ne fait pas la bière lui-même. Il y a plusieurs matrices d'évaluation également en termes de grandeur, d'appréciation de la grandeur, en termes de qualité, du rôle social du brasseur, du rapport au consommateur et d'articulation, on pourrait dire, entre les valeurs, au sens de valeur sociale, et la valeur économique. Alors, quelles sont ces logiques idéales typiques d'action entrepreneuriale? On en a repéré, grosso modo, 3, que je vais typifier ici. Et bien entendu, ça ne rendra pas justice à toute la variété des cas, mais dans une démarche idéale typique, on peut repérer 3 grandes tendances. Premier cas de figure, on pourrait dire un cas très classique. C'est la figure du professionnel compétent, le brasseur qualifié, qui a eu une formation scientifique, qui s'appuie sur une démarche structurée, centrée sur la fabrication d'un produit de qualité, où il va mobiliser ses connaissances, ses habiletés dans le processus de fabrication. Il y a une forme d'authenticité. Ici, le terme d'authenticité est assez fortement attaché à cette idée de segment de l'artisanat, mais l'authenticité, c'est une authenticité de produits et de processus, c'est-à-dire des processus de production qui sont transparents, dont on peut rendre compte, que l'on peut expliquer, mais qui sont maîtrisés, qui s'appuient sur des procédures standardisées, avec un soin méticuleux, des techniques professionnelles de fabrication, qui manifeste ainsi la maîtrise de la transformation, du suivi d'une transformation biochimique, on pourrait dire, du produit. Authenticité des produits, on pourrait dire des matières premières. Ces brasseurs vont chercher des matières premières nobles, choisies, s'appuyer sur des ingrédients naturels, notamment les 4 grands composants de toute bière, c'est l'eau, le malt, le houblon et les levures. Et à partir de ces 4 ingrédients, il y a une multiplicité infinie de combinaisons à pouvoir faire. Ça veut dire aussi aucun adjuvant chimique. Des processus de fermentation naturels qui sont laissés à l'état naturel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accélérés de manière artificielle, on pourrait dire, ou de manière industrielle, comme c'est le cas justement dans les brasseries industrielles. Alors, ils vont avoir une critique, évidemment, la critique vis-à-vis des grands brasseurs industriels va être non pas sur leur maîtrise technique, ils vont même plutôt saluer le fait qu'ils sont particulièrement pro là-dedans, non pas sur leur connaissance scientifique, bien entendu. Les brasseurs publient également pas mal et contribuent pas mal à la recherche sur l'avancement de la connaissance, notamment des processus de fermentation, mais plutôt sur les processus de fabrication qu'ils ont et qui favorisent la productivité au prix de dispositifs. Par exemple, ils vont nous dire régulièrement une pils, ça prend 3 semaines naturellement pour être faite. Les grands groupes, ils arrivent à la faire en 1 jour. Donc, vous voyez, nous, on ne fait pas ça, on laisse les processus se faire. Vous voyez, telle marque de bière, il y a une blonde et une brune. La brune, en fait, c'est la même que la blonde, sauf qu'ils ont mis du colorant et quelques ajouts pour altérer un peu le goût, mais la base est exactement la même, etc., etc. Il y aurait une critique aussi de la figure de l'amateur.
L'amateur est celui qui est potentiellement quand même un peu un danger, parce que il y a le risque qu'il s'embarque à produire des bières qui ne seraient pas de bonne qualité et qui pourraient nuire un peu à tout ce segment. En termes de dispositifs économiques, ils vont plutôt se baser sur un produit, une bière, ou deux, ou trois, mais aller progressivement dans l'extension de la gamme. Parce qu'il y a une logique entrepreneuriale économique, on pourrait dire, qui est là, c'est de tenir une forme de rentabilité. Les investissements de départ sont importants. Des emprunts ont été faits auprès de banques, auprès de partenaires d'affaires. Il faut une croissance maîtrisée et une distribution sur un marché local, aussi à l'exportation. Alors, deuxième logique, et là on va rentrer un peu plus dans le sujet, on pourrait dire, hein, c'est la figure qu'on a appelée un peu une logique de projet culturel. Pour faire bref, l'idée ici, c'est un peu d'utiliser la bière comme prétexte. Hein. On va faire des bières, mais l'objectif, c'est pas d'être un brasseur qui va faire de la qualité, c'est de faire de la bière au bénéfice d'un autre objectif, qui va être, par exemple, et notamment, de créer une communauté, de créer du lien. C'est la bière qui va rassembler les consommateurs autour d'un projet, autour d'une expérience. Ce qu'on va valoriser ici, c'est une authenticité, on pourrait dire, un peu plus communautaire ou géographique, un attachement au territoire. Il s'agit de favoriser la création, l'innovation, de ne pas s'appuyer sur des styles anciens, de bousculer un peu les traditions belges, de s'inspirer de ce qui se fait aussi ailleurs, notamment aux États-Unis et au Canada, où la plupart de ces brasseurs ont eu des séjours et des expériences. Hein, c'est de considérer que les clients vont devenir membres d'une forme de communauté, que le client va être associé, par exemple, au financement, un crowdfunding, qui peut émettre des jugements sur les bières, qui peut avoir un contact très rapproché avec le brasseur. Il va pouvoir voter, par exemple, pour les bières qui, demain, rejoindront un peu la gamme standard de la brasserie. Éventuellement, s'il y a des amateurs parmi des homebrewers, ils vont pouvoir proposer leurs recettes et peut-être que la brasserie va les considérer et faire une petite production autour de leurs recettes. Donc ici, ce sont des brasseurs qui vont un peu bousculer le jeu, on pourrait dire, viser l'innovation, aller à l'encontre du conservatisme du goût, valoriser des styles innovants, des arrangements nouveaux, hein, c'est-à-dire une rupture avec une autre forme d'authenticité qui serait une authenticité temporelle, c'est-à-dire une authenticité de l'héritage long. Ici, c'est plutôt l'inverse, hein, c'est libérer la créativité, dépoussiérer des pratiques existantes, etc., etc. Alors, ça nécessite, ça peut conduire à des petites productions très évolutives, hein, des petits lots que l'on met au goût, et puis on regarde la réaction des consommateurs pour voir si on va le développer. Alors là, c'est la logique qui valorise le plus l'ancrage urbain, caractérisé par le modèle de la taproom, hein, c'est-à-dire ce bar dans lequel on consomme les produits du brasseur et où, à l'arrière, par exemple, de la brasserie, on va voir une partie des installations en fonctionnement. Hein, l'idée, c'est de faire vivre Bruxelles par cette expérience-là, mais aussi par des concerts, des débats, des expos, etc. Dernière logique, et puis je terminerai avec celle-là, c'est un autre petit segment ou une autre logique qui est assez faible, enfin quantitativement assez faible, mais qui existe et que on a pu retrouver à Bruxelles comme on a pu le retrouver dans certains endroits aux États-Unis. On pourrait dire ici que c'est une authenticité qui est davantage oppositionnelle. L'idée, c'est de s'engager dans une forme de croisade auprès du client, auprès du consommateur, pour lui faire comprendre l'enjeu qu'il y a à soutenir des micro-brasseries. On a des investissements beaucoup plus faibles, des équipements plus bricolés, des installations plus rudimentaires,
qui demandent aussi des efforts physiques importants pour embouteiller, pour laver, etc., alors que les autres installations des deux autres logiques sont plus performantes, on pourrait dire. Mais l'idée, c'est au fond de proposer une bière qui symbolise une forme de critique du monde industriel des macrobrasseurs et d'avoir un discours au fond, en opposition. Ces macrobrasseurs normalisent les goûts, affadissent les palais, sucrent à outrance les produits, limitent au fond la créativité au profit de produits de masse insipides. Bref, ils endorment les consommateurs, ils ne donnent pas la voix aux consommateurs et à ceux qu'ils veulent. En plus, ils ont une puissance de lobby particulièrement importante, ils cachent les processus de fabrication, les ingrédients, par exemple sur les étiquettes, c'est un des seuls produits alimentaires sur lesquels on n'a pas d'obligation d'avoir exactement les types d'ingrédients mentionnés sur les étiquettes. Bref, il y a lieu de s'y opposer, hein, et ce sont des bières qui vont ou en tout cas des brasseurs, qui vont fortement s'appuyer là-dessus, qui vont trouver des alliances avec des cafés dits éthiques et essayer de sensibiliser un consommateur qui serait intéressé par cette logique-là. Alors j'en viens sur mes mots trois mots de conclusion. Il y a donc des dynamiques d'ancrage spatial encore assez balbutiantes, comme on le voit. Dans la région de Bruxelles, des formes d'un ancrage productif qui est à la fois très régulé, notamment les bières de fermentation spontanée, on pourra y revenir, et puis toute une série de modèles plus novateurs. On a encore quantité de choses à essayer de mieux comprendre pour expliquer cette résurgence, notamment sur l'aspect, on pourrait dire, économique des choses, sur le cadre régulatoire, sur l'évolution de ces brasseries-là. Et la question est évidemment le fait de savoir, est-ce qu'elles peuvent rester dans ces logiques premières, ou est-ce qu'avec le temps, il n'y a pas des convergences qui vont se faire, ou des évolutions qui vont notamment peut-être les amener à rejoindre plus particulièrement le segment des bières de qualité, qui était le premier segment, enfin la première logique que j'ai mentionnée. Pardon. C'est une question qui, en termes socio-économiques, est importante. Voilà, je laisse les points pour revenir dans la discussion par la suite. Désolé, j'ai besoin de boire un peu.